Dans cette formation PowerPoint, qui est le troisième volet dans l'ordre chronologique des formations proposées, nous allons continuer de manipuler les objets de dessin, mais surtout, vous allez le voir ici, les images dans PowerPoint. L'objectif à l'issue est de réaliser une création commerciale sur 2 diapositives. Le rendu final est proposé sur cette première diapositive, avec des opérations sur des formes géométriques, mais aussi sur les images, et une deuxième diapositive pour obtenir ce rendu au final. À l'issue de cette formation, nous connaîtrons donc tous les outils qui permettent de manipuler ensemble les objets de dessin et les objets multimédia d'une façon générale pour pouvoir ensuite bâtir des présentations animées interactives dignes de ce nom. Pour démarrer ce travail depuis l'écran d'accueil de PowerPoint, nous partons d'une nouvelle présentation vierge en cliquant directement sur sa miniature. Comme vous le savez, cette diapositive est toujours associée au départ à 2 zones de texte pour un titre et un sous-titre, dont nous allons nous débarrasser par CTRL A pour tout sélectionner sur la diapositive, suivi de la touche Supr au clavier pour supprimer tous les éléments sélectionnés. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin du volet diapositive sur la gauche, nous allons donc le réduire au maximum de manière à optimiser l'espace de travail, c'est-à-dire la diapositive au centre, et comme il s'agit toujours de travaux de conception, nous allons activer les aides que propose PowerPoint pour faciliter et le positionnement et le dimensionnement des formes et des images. Pour cela, dans le ruban affichage, nous cochons la case Règles. Les règles apparaissent au-dessus et à gauche de la diapositive, ainsi que les repères pour lesquels, en cliquant sur le bouton d'option de la section affichée, nous allons cocher, comme vous le savez, la case aligner les objets sur la grille, c'est-à-dire le magnétisme qui permettra d'attirer les formes et les images sur les repères afin de faciliter leur placement. La première chose que nous allons concevoir dans cette présentation, et pour ce faire, nous allons revenir sur la première diapositive du résultat à obtenir, est ce cadre un peu particulier, un rectangle avec au centre un rectangle à coin arrondi qui permet de trouer le cadre pour qu'on puisse voir au travers l'image située à l'arrière-plan. Donc, il s'agit d'opérations sur des formes géométriques. Nous allons commencer par placer les repères. Comme vous le savez, pour déplacer un repère, il suffit de le cliquer et de le glisser. Nous allons les positionner aux extrémités de la diapositive. Pour dupliquer un repère, nous le déplaçons avec la touche CTRL enfoncée, comme ceci. Donc vraiment aux extrémités de la diapositive. Nous allons faire de même pour les repères horizontaux, un au-dessus, un en dessous. Puis, afin de pouvoir construire le rectangle à coin arrondi à l'intérieur du rectangle normal, nous allons placer des copies des repères vers 2 cm à l'intérieur. Alors comme on part à peu près de 16,90, on va se positionner à 14,80, 14,90, c'est à peu près 2 cm. Et nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté, et puis pour les parties supérieures et inférieures, donc ici environ à 7,60, on fait de même en bas, de manière à pouvoir répliquer des espacements qui soient équitables. Nous allons donc commencer par tracer ces formes en passant par le ruban accueil. Comme vous le savez, ce ruban dans la section dessin propose toutes les formes géométriques que nous pouvons tracer, c'est ce que nous allons faire. Mais avant cela, nous allons activer, nous l'avions vu dans la première formation, le volet sélection qui ressemble étrangement à la palette des calques de Photoshop, qui va permettre de lister tous les objets que nous allons tracer ou insérer directement sur la diapositive, afin de les manipuler, de les masquer, de les grouper, de faire des opérations dessus. C'est ce que nous verrons au travers de cette formation. Nous allons donc commencer par tracer la première forme géométrique en choisissant l'outil rectangle dans le ruban accueil, section dessin, et puis, sans nous poser de questions, il suffit d'aller directement sur les repères. Attirés par le magnétisme, sans ambiguïté, nous pouvons tracer la première forme. Par-dessus ce rectangle, pour réaliser une coupe, nous allons tracer entre les repères un rectangle à coin arrondi, donc par les repères intérieurs. On les voit peu ici, vous savez qu'on peut changer leur couleur, ce qui permet de les faire ressortir, et vous voyez qu'on est quand même facilement attiré par le magnétisme des repères, et pour y voir plus clair, du moins temporairement, par le biais du ruban format
pour le rectangle à coin arrondi, nous allons changer sa couleur de fond afin de bien distinguer les deux formes géométriques. Après, et c'est aussi l'une des choses que nous avions déjà vues dans les deux précédentes formations, nous pouvons réaliser des opérations entre les différents objets qui sont présents sur une diapositive. En l'occurrence, ici, nous souhaitons découper la forme à l'arrière-plan par la forme qui est située au premier plan. Pour ce faire, nous sélectionnons d'abord l'objet à découper, c'est-à-dire le rectangle à l'arrière-plan, puis avec la touche CTRL, l'objet qui sert à découper, soit le rectangle à coin arrondi. Dans le ruban Format, fusionner les formes, nous choisissons Soustraction, et vous voyez que effectivement, le rectangle à coin arrondi a bien servi à découper le rectangle normal situé à l'arrière-plan. C'est bien ce que confirme le volet sélection, puisque à l'issue, il ne reste plus qu'une seule forme qui a été soustraite, fusionnée, regroupée. Nous allons maintenant nous occuper de construire les espèces de petits bras qui se trouvent sur la partie droite du cadre, ceux qui vont servir à accueillir les textes, histoire de présentation un peu fantaisiste. Pour ce faire, nous allons placer des repères. Un premier qui va se situer donc toujours avec la touche CTRL pour faire une copie, juste en dessous de l'arrondi, à peu près à 5,20, et histoire que nous puissions avoir une hauteur suffisante de ces petits bras qui s'avancent, on va permettre une hauteur par exemple de 1,60. Donc on positionne le repère à 3,60. Il doit être suffisamment long, ce bras qui va accueillir le texte. Donc nous allons faire une copie du repère vertical cette fois-ci, que nous allons ramener par exemple à 6 cm comme ceci. Si bien que désormais nous pouvons tracer un nouveau rectangle que nous pouvons dès lors activé directement par le biais du ruban Format, mais un rectangle à coin arrondi entre le bord de la diapositive, entre les repères à droite et à gauche en fonction de ce que nous avons placé. Et nous avons bien un rectangle à coin arrondi. Il nous en faut 3, ce qui signifie que le troisième, c'est-à-dire celui situé sur la partie inférieure, doit être lui aussi positionné juste en dessous de l'arrondi. Donc nous allons placer un simple repère horizontal à 5,20, c'est-à-dire vraiment à la symétrie par rapport à un axe horizontal. Et puis, nous allons, comme ceci, directement dupliquer cette forme avec la touche CTRL et puis la touche Maj pendant le déplacement de manière à contraindre le déplacement à la verticale. Et vous voyez que le magnétisme, encore une fois, fait son œuvre pour attirer la forme directement sur le repère que nous avions positionné. Il faudra réduire ces formes, nous le verrons après. Il s'agit maintenant de placer une autre copie de ce rectangle à coin arrondi, toujours à la verticale. On va volontairement le placer de façon aléatoire entre les deux formes, car vous allez voir que PowerPoint propose des fonctionnalités qui permettent d'aligner les objets entre eux sans aucune ambiguïté. Une fois que nous avons donc ces 3 formes, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui permet de les positionner de façon équitable sur la hauteur. C'est ce que l'on appelle la distribution. Nous allons sélectionner directement ces 3 rectangles à coin arrondi avec la touche CTRL. Remarquez que dans le volet sélection, ils sont bien mis en surbrillance, donc sélectionnés. Par le biais du ruban Format, dans le bouton aligné, remarquez qu'il y a une commande qui s'appelle distribuer verticalement. Nous cliquons dessus et remarquez que tous les écarts sont égaux entre chacune des formes. En réalité, cette commande prend pour référence les objets aux extrémités, le plus en haut et le plus en bas, et aligne de façon équitable tous les objets qui sont situés entre. Ils sont distribués. Continuons donc maintenant en positionnant d'autres repères verticaux de manière à pouvoir réduire de façon maîtrisée les formes qui vont permettre d'accueillir le texte. Le premier à 8 cm, toujours avec la touche CTRL pour en faire une copie, et le second à 10 cm. Il ne nous reste plus qu'à redimensionner par les poignées latérales l'un et l'autre des rectangles à coin arrondi, comme ceci. C'est un jeu d'enfant. Pour parfaire le tout, il s'agirait donc de regrouper l'ensemble de ces formes. Comme il n'y a qu'elle pour l'instant présente sur la diapositive, un CTRL A encore une fois, raccourci clavier universel des logiciels Office, nous permet de sélectionner tous ces éléments. Mais cette fois-ci, nous pourrions les grouper, ou plutôt nous n'allons pas faire une soustraction bien entendu, nous allons les réunir. C'est pourquoi
par le biais du ruban format et le bouton fusionner les formes, nous allons choisir l'union. Ça veut dire que plutôt que de soustraire, nous allons réunir ces différents objets en une seule forme résultante. C'est bien ce qu'illustre le volet sélection sur la droite de l'espace de travail. Maintenant que nous avons ça, nous pouvons renommer, histoire que l'espace de travail soit plus clair et que nous puissions retrouver nos objets plus facilement, ce cadre, avec le nom cadre, ce qui sera suffisamment explicite, et puis nous allons le masquer, puisque nous allons désormais concentrer nos efforts sur les images que nous devons insérer. Nous devons insérer 4 images. Il y a, si on revient sur le modèle d'origine, le logo, l'image du pin, l'image du palmier et l'image du fond, c'est-à-dire le paysage. Donc, en revenant sur notre diapositive, nous devons activer le ruban insérer, passer par le bouton image, et là, il y a les sources qui sont proposées au téléchargement dans le descriptif de cette vidéo et sur le site bombache.fr. Donc, nous sélectionnons le logo, nous allons sélectionner l'image d'arrière-plan, celle du palmier et celle du pin. Nous les insérons et vous voyez que elles s'empilent directement au centre de la diapositive sur des plans différents, c'est-à-dire des ordres d'empilement, premier plan, arrière-plan, second plan, etc. Si le volet idée de conception se déclenche, fermez-le en cliquant sur sa croix, comme ceci. Première chose que nous allons faire, c'est de renommer chacune des images de façon explicite, de façon à pouvoir les manipuler plus simplement par le biais du volet sélection. Donc, nous cliquons n'importe où sur la diapositive de manière à tout désélectionner, nous sélectionnons l'image du logo, nous voyons que dans le volet sélection c'est l'image 13, nous renommons l'objet avec le nom logo, nous le masquons en cliquant sur l'œil de l'objet, nous sélectionnons l'image suivante qui est celle du pin, donc nous allons la renommer pin, c'est plus simple, plus explicite, nous la masquons aussi, et puis nous faisons la même chose pour l'image du palmier, nous la renommons, nous cliquons une première fois, puis une seconde pour activer la saisie, et nous cliquons sur l'icône de l'œil pour la masquer. Si bien qu'il ne reste plus que l'image de fond, qui est présente sur cette diapositive, et nous allons pouvoir concentrer nos travaux directement sur cette image afin d'obtenir le rendu final proposé par le modèle. Nous allons profiter là aussi pour la renommer paysage par exemple, mais nous la gardons visible à l'écran. Vous constatez que cette image n'occupe pas toute la place de la diapositive, en tout cas en largeur. En hauteur, elle est correctement installée, mais pas en largeur. Donc, nous allons la redimensionner proportionnellement de manière à ce qu'elle occupe tout l'espace avec une poignée d'angle. En haut à droite, nous venons la coller sur les repères aux extrémités. Encore une fois, le magnétisme fait l'essentiel du travail pour nous aider à placer cette image. Sauf que désormais, bien qu'elle soit suffisante en largeur, forcément, elle va déborder en hauteur. Donc, nous allons supprimer des parties de cette image, et c'est là que nous commençons à consulter les différentes fonctionnalités que propose PowerPoint pour traiter les images, par le biais de l'outil rogner dans le ruban format. Nous cliquons sur le bouton rogner, nous choisissons bien la commande rogner, et vous remarquez que des poignées de rognage apparaissent de part et d'autre de l'image. Nous allons saisir la poignée la partie supérieure, centrale, de manière à la redescendre là aussi sur le repère qui est à l'extrémité de la diapositive, et nous faisons de même en bas de l'image pour la remonter jusqu'à la partie inférieure de la diapositive. Lorsque nous voulons accepter cette commande qui consiste à se séparer de ces parties en trop, eh bien, nous recliquons sur le bouton rogner afin de la valider. Et vous voyez que les parties au-dessus et en dessous de l'image ont été supprimées. Il ne s'agit pas d'un redimensionnement, ce qui a permis de conserver les proportions de l'image, de faire en sorte qu'elle occupe la totalité de l'espace de la diapositive. Nous allons donc pouvoir retravailler sur le cadre, car nous n'avions pas changé ses couleurs, dans la mesure où nous attendions à connaître les couleurs de l'image de fond pour lui appliquer une couleur qui rappelle celle du paysage. Comme ça, nous serons plus cohérents et sans doute plus jolis. Donc, nous allons de nouveau travailler sur le cadre. Pour ce faire, nous sélectionnons son objet, et vous voyez que bien qu'il soit visible, il n'apparaît pas sur la diapositive. Tout simplement parce que
Comme l'indique le volet sélection, cette image est en effet située à l'arrière-plan par rapport au paysage. Donc nous allons la remonter au-dessus avec le bouton avancé d'un plan, et dès lors, en effet, le cadre est bien visible au-dessus de l'image, si bien que les parties du cadre qui ne sont pas trouées masquent l'image à l'arrière-plan. Nous allons commencer par le biais du ruban format et du bouton contour par nous séparer du contour de l'image, parce que nous allons mettre une petite ombre portée qui donnera un effet un petit peu 3D. Ensuite, donc, nous passons par le bouton effet, nous pointons sur ombre et nous allons choisir par exemple une ombre avec un décalage diagonal, comme ceci. Vous voyez que du coup la séparation entre le cadre et l'image est d'autant plus nette. Il s'agit maintenant d'appliquer une couleur à ce cadre qui soit assez proche des couleurs de l'image de fond. Un outil intéressant que nous avons déjà vu dans le deuxième volet des formations PowerPoint pour le remplissage, ou les autres couleurs, est l'outil pipette qui permet de prélever une couleur présente sur l'image. Vous voyez que en fonction des zones sur lesquelles on se positionne, la couleur s'adapte, et lorsque vous cliquez avec la pipette, en même temps que vous prélevez la couleur, vous l'appliquez à l'objet qui est sélectionné à ce moment-là. Il nous faut maintenant saisir les informations de texte promotionnel sur les différents petits bras, les effets que nous avons ici créés sur le cadre. Donc, nous avons besoin d'une zone de texte par le biais du ruban accueil ou du ruban format. Nous la trouvons ici dans les illustrations, zone de texte. Ici, on ne se pose pas de questions, on la trace sur la largeur et la hauteur des repères. Il s'agit donc de saisir les mêmes informations que celles qui sont proposées ici. Par exemple, séjour tout compris. Nous ne sommes pas au bon format au départ, ce n'est pas grave. Séjour tout compris. Nous saisissons le texte et vous savez que le CTRL A au clavier permet de tout sélectionner, en l'occurrence ici, tous les caractères du texte dans sa zone de texte. Nous allons en profiter pour formater ce texte par le biais du ruban accueil en gras et dans une taille beaucoup plus importante. On va essayer le 30 pour voir si ça tient. Ça semble convenir, ça dépasse légèrement ici, mais ce n'est pas très grave. Sinon, on pourrait mettre en 28. Bon, il faut faire des petits essais. En l'occurrence, ici, on estime qu'on est pas mal. On va lui appliquer une couleur qui rappelle un peu celle du soleil, comme par exemple un jaune orangé, et qui correspond surtout à ce que propose le modèle final à obtenir. Vous voyez qu'on est assez proche. Peut-être que la couleur du cadre, nous avons choisi des couleurs plus chaleureuses, mais finalement ce n'est pas si mal. Il nous reste à saisir les textes détente et loisirs et bon plan. Plutôt que de devoir refaire tous les réglages des attributs de texte, nous allons dupliquer avec la touche CTRL. Alors vous voyez que là, j'ai pas bien saisi la forme en question, donc on peut directement la sélectionner puis le volet sélection, et donc comme je disais avec la touche CTRL la dupliquer, et la touche Maj Shift du clavier pour la contraindre à la verticale dans son déplacement, la positionner directement sur le deuxième bras du cadre, et puis nous allons ajouter les autres informations textuelles qui sont proposées, détente et loisirs et bon plan. Donc détente et loisirs, sauf que, bien entendu, lorsque nous allons réduire la taille de la zone de texte ici, avec cette taille de police, le texte va déborder, donc nous allons pallier ce problème en réduisant légèrement la police depuis le ruban accueil, comme ceci, si bien qu'il nous faudra sans doute la déplacer légèrement vers le bas pour la centrer. Sachez que la touche Alt du clavier pendant un déplacement permet d'obtenir des petits déplacements très très fins au millimètre près. Et puis nous réitérons l'opération précédente, nous allons dupliquer cette zone de texte de manière à pouvoir la placer sur le dernier petit rectangle à coin arrondi tout en bas. Nous pouvons par la même occasion ici la redimensionner pour qu'elle corresponde à ce rectangle, et enfin saisir les dernières informations de texte. Petit à petit, comme vous le constatez, notre présentation prend forme. Nous nous rapprochons en effet du résultat final à obtenir. Il nous reste les images des arbres, le pin et le palmier. Nous allons faire une opération assez intéressante ici, car comme vous le constatez, les éléments se cumulent dans le volet sélection, et du coup, ils deviennent un peu plus complexes à manipuler, sélectionner, on y voit un peu moins clair. Donc, nous allons sélectionner ensemble tous les éléments du cadre, avec les textes compris, mais nous n'allons pas les fusionner. Alors, remarquez ceci, c'est intéressant, nous allons masquer l'image à l'arrière-plan temporairement pour qu'il n'y ait plus présent sur la diapositive que les éléments du cadre. Et
Du coup, lorsque nous faisons CTRL A, nous sélectionnons tout ce qu'il y a sur la diapositive, en réalité, tout ce qui est explicitement visible depuis le volet sélection, exactement ce que nous souhaitons. Pas d'opération de fusion donc, mais par le biais du ruban format, une opération intéressante sur les objets, le fait de pouvoir les grouper par le biais du bouton grouper. Effectivement, ils font bien partie d'un même groupe, ce qui signifie qu'ils peuvent être déplacés ensemble, redimensionnés ensemble ou encore masqués ensemble, comme c'est le cas ici. Mais ils peuvent être encore sélectionnés indépendamment pour être modifiés indépendamment. Donc, le fait de créer un groupe est très intéressant lorsque l'on souhaite faciliter les opérations tout en conservant les éléments explicitement indépendants. Ici, nous allons en profiter pour renommer ce cadre, pour qu'il soit facile à déceler, cadre photo, par exemple. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir concentrer nos travaux sur l'image du pin et l'image du palmier. On va commencer par le pin, mais avant tout, on va afficher de nouveau l'image à l'arrière-plan du paysage, et vous voyez que nous retrouvons, malgré ce groupe, notre conception d'origine. Nous affichons donc l'image du pin, et la première chose que nous pouvons constater, c'est qu'elle est dotée d'un fond blanc disgracieux qui ne permet pas de voir à travers l'image, alors que, dans le résultat final, le pin semble effectivement avoir des zones transparentes qui permettent de voir à travers elle. Donc, c'est la suite des étapes des manipulations sur les images que propose PowerPoint et qui est très intéressant. Dans un premier temps, nous allons donc, comme sur le modèle, déplacer cette image en bas à droite, pourquoi pas en nous fiant au repère. Mais avant cela, pour que ce soit plus simple, nous allons la mettre au premier plan. Et puis ensuite, voilà, sans ambiguïté, nous pouvons la caler sur les modèles, sur les repères, pardon. Comme je vous le disais, donc, il s'agit de pouvoir se débarrasser de ce blanc. Il y a un outil qui est proposé par le biais du ruban format pour les images, qui permet, telle la baguette magique dans le logiciel professionnel de retouche d'images Photoshop, couleur transparente du bouton couleur du ruban format, d'indiquer une couleur dont on souhaiterait se séparer. Lorsque cette couleur est relativement unie, qu'il n'y a pas trop de différence, tout va bien. Regardez, avec l'outil, nous allons cliquer dessus, et vous voyez qu'en instantané, le blanc à l'arrière-plan disparaît bien, c'est exactement ce que nous souhaitions. Nous avons donc fait une opération supplémentaire sur les images grâce aux outils que propose PowerPoint. Nous allons réduire proportionnellement l'image de ce pin, là encore, pour coller à ce que propose le modèle. Vous voyez qu'on se rapproche, sauf que si vous consultez bien le modèle, cette image est tantôt au premier plan, par-dessus le cadre, tantôt à l'arrière-plan, puisqu'une partie du tronc, effectivement, est masquée par le cadre. Et forcément, un même objet, une même image ne peut pas être placée sur plusieurs plans à la fois. L'astuce consiste donc à découper cette image en plusieurs images pour pouvoir en placer certaines au-dessus, certaines en dessous. Pour cela, on va donc utiliser un objet de coupe, on repasse par le ruban accueil, on va utiliser un rectangle que l'on va tracer de manière à ce qu'il traverse intégralement l'image du pin, comme ceci. On va faire en sorte qu'il ne soit pas situé trop haut sur l'image, on s'assure bien qu'il traverse complètement l'image, et puis par le biais du ruban format, comme c'est un outil de coupe, on va lui attribuer une hauteur très fine, ça suffira, 0,1 cm. Souvenez-vous, pour couper ou pour fusionner, car c'est pas vraiment une soustraction, un objet par un autre, on sélectionne d'abord l'objet à découper ou à fractionner, puis l'objet qui va servir à faire cette opération, comme ceci. Maintenant qu'ils sont sélectionnés ensemble, toujours par le biais du ruban format, notez qu'il y en a deux, un pour l'image, un pour les objets de dessin, nous allons cliquer de nouveau sur le bouton fusionner les formes. Ce n'est pas une soustraction, c'est une fragmentation. C'est-à-dire que l'image d'origine va être découpée en autant d'objets que le permet la séparation, c'est-à-dire au-dessus, en dessous, la découpe elle-même due à l'intersection, et puis tout ce qui déborde à droite et à gauche. Vous voyez que notre image d'origine a été découpée, comme le montre le volet sélection, en 5 images. Quelles sont-elles? Il y a tout d'abord image 21, il s'agit de la partie basse du palmier. On en profite pour la renommer, comme ceci. Palmier, bas, pourquoi pas. Et on valide. L'image 22, lorsqu'on la sélectionne, on voit que c'est un bout d'outil de découpe qui est parasite, qui reste sur la diapositive, on le supprime. On sélectionne l'image 23, idem, cette fois-ci sur la partie gauche, on le supprime. Image 24, c'est la partie haute du palmier, on la conserve et on la renomme,
comme ceci, palmier haut, et puis la dernière qui est sans doute voilà la partie centrale, c'est-à-dire l'objet qui a servi de découpe à l'intersection, palmier milieu. L'objectif donc est de faire en sorte que la partie basse du palmier soit sous le cadre et que la partie haute soit sur le cadre. Donc, il s'agit juste d'une question d'empilement. On sélectionne le palmier milieu et le palmier bas et on va les positionner tous les deux, ces objets, indépendamment du palmier haut, entre le cadre et le paysage. Et vous remarquez que du coup le tronc disparaît sous le cadre, tandis que la partie haute, grâce à cette astuce de découpe, reste elle au-dessus du cadre. Nous allons donc faire exactement de même avec l'image, cette fois-ci du palmier, ce qui signifie que nous devons commencer par l'afficher. Comme tout à l'heure, nous allons commencer par la positionner au premier plan afin de pouvoir la manipuler, encore une fois sans ambiguïté. Nous allons la redimensionner à peu près aux dimensions du pain, comme ceci. On va le faire d'une manière un petit peu aléatoire, hein, ce n'est pas très important. Et puis, on va voir une autre opération qui est proposée aussi bien pour les objets de dessin que pour les images sur une présentation PowerPoint. Nous souhaiterions que ce palmier soit orienté vers la droite. Regardez par rapport au modèle tel qu'il est présenté. Effectivement, nous, il penche à gauche, alors sur le modèle, il penche à droite. C'est ce que l'on appelle une symétrie, qui est proposée là aussi dans le ruban format pour les images, mais cette fois-ci, nous passons par le bouton rotation, par exemple, et vous voyez qu'il y a une fonctionnalité qui se nomme retourner horizontalement. En fait, c'est une symétrie de l'objet par rapport à un axe vertical. Nous validons, nous avons bien notre symétrie, et nous allons placer notre palmier, avec la touche maj par exemple, pour contraindre le déplacement, sur la droite, l'objectif étant que, tantôt, il chevauche le cadre, comme c'est le cas ici, mais que tantôt il passe sous le cadre, encore une fois. Si nous revenons sur le modèle à l'origine, le tronc est masqué par le cadre, tandis que les feuilles vont déborder sur les éléments du cadre, en l'occurrence les petits bras qui dépassent ici. Donc, la manipulation est totalement identique. Nous avons besoin d'un objet de découpe. Nous allons sélectionner l'outil rectangle. Nous allons faire en sorte qu'il traverse intégralement l'image du palmier. Attention néanmoins de ne pas inclure dans la découpe, comme vous le voyez ici, les parties des feuilles. Et puis, une fois qu'il sera positionné, comme c'est le cas ici, nous allons modifier sa hauteur comme tout à l'heure, puisque comme c'est un objet de coupe, nous n'avons pas besoin d'une hauteur trop importante. Comme toujours dans la méthode, il faut sélectionner d'abord l'objet à découper, ou plutôt à fusionner avec l'objet qui sert à cette opération, et dans le ruban format pour les formes, nous repassons par fusionner les formes, fragmentation pour découper le résultat en autant d'images que le permet la séparation que nous avons créée avec cet outil rectangle. Comme tout à l'heure, on va renommer pour y voir plus clair. D'abord, on désélectionne tout en cliquant sur la diapositive. La première image, image 27, est le palmier du bas. Donc, alors je me rends compte que tout à l'heure, pour le pain, j'ai nommé palmier alors qu'il s'agissait d'un pain. Bon, c'est bien involontaire, mais ce n'est pas grave, je vais pas tout refaire. On va nommer celui-ci pain alors qu'il s'agit d'un palmier. C'est pas très grave. Si nous avions le temps que je n'étais pas en train de faire une vidéo, bien sûr, je changerai les noms. Là, c'est pour l'illustration, donc on se comprend très bien. Alors, ici, il s'agit de la partie pain, malheureusement, donc bas. Et puis, l'image 28, comme vous voyez, c'est un parasite de la découpe. On peut s'en séparer. L'image 29, idem. On peut s'en séparer. L'image 30, donc, c'est le palmier du haut que l'on va nommer pain haut. Encore une fois, ce n'est pas très grave. C'est vrai que par rapport à la fonctionnalité explicite, ce sort un peu moins bien, mais on fera avec. Et puis, enfin, la partie du milieu, donc que l'on va appeler pain milieu. Comme tout à l'heure, l'objectif est de faire en sorte que la partie du milieu et la partie du bas, qu'on sélectionne ensemble avec la touche CTRL, soit située entre le cadre et le paysage. Donc, nous utilisons le bouton reculer d'un plan de manière à les positionner entre ces deux éléments sur le volet sélection, et vous voyez que l'effet est obtenu. Le tronc est bien caché par le cadre, tandis que les feuilles du palmier ici apparaissent par-dessus. Voilà donc, il nous reste pour cette première diapositive uniquement à insérer le logo. Eh bien, c'est une partie de plaisir par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Le logo est déjà présent, donc nous allons l'afficher. Forcément, à ce stade, si nous le déplaçons en haut à droite, vous constatez qu'il est masqué. Question de superposition, toujours pareil. Nous allons le remonter
pourquoi pas par le biais du volet sélection. Sachez qu'il est possible de le faire aussi par clic droit, ou encore par le biais du volet format, du ruban format, pardon, qui permet de passer les objets au premier plan, ou de les avancer, de les reculer. Après, il ne s'agit plus que de positionner le logo directement sur le cadre, comme c'est le cas ici, et de valider cette opération. Il s'agit maintenant de passer à l'étape suivante de notre création, c'est-à-dire la diapositive suivante qui est proposée par le modèle final à obtenir, celui-ci, il y a beaucoup plus d'images, la conception est plus simple au final car il y a un peu moins de retouches, il s'agit essentiellement d'effets et de corrections que nous allons appliquer sur les images. Pour commencer, nous avons donc besoin d'une nouvelle diapositive, c'est très simple dans PowerPoint. Ici, je vous rappelle que nous n'avons qu'une, comme illustre le volet des miniatures de diapositives sur la gauche. Dans le ruban accueil, nous cliquons sur le bouton nouvelle diapositive et dans la liste, nous allons choisir le modèle vide, complètement vide cette fois, comme vous le remarquez. Donc, comme je vous le disais, ce volet miniature permet de facilement naviguer au travers de la présentation. Comme nous n'avons que 2 diapositives, il n'est pas indispensable et nous le masquons aussitôt. Il nous faut cette fois-ci insérer les 6 images dont nous avons besoin. Il y a bien l'image à l'arrière-plan et vous voyez les petites vignettes qui sont proposées ici. Pareil, ces images sont bien proposées dans les sources au téléchargement pour que vous puissiez refaire les manipulations. Donc il y a bien l'image de la barque qui est ici, l'image du passage, du ponton, le rocher, c'est l'image d'arrière-plan, la ruelle et la terrasse. Et au final, nous en avons bien 6, nous les insérons directement dans la diapositive. Comme tout à l'heure, vous remarquez qu'elles s'empilent à peu près au centre de la diapositive sur des plans différents. Et l'image qui apparaît au premier plan est l'image de la terrasse, qui est ici. Donc, encore une fois, histoire d'y voir plus clair, de faciliter les manipulations, nous allons renommer chacune de ces images en fonction de leur nom de fichier, et puis pour pouvoir nous concentrer dans un premier temps sur les travaux de l'image de fond, nous allons les masquer tour à tour. Donc l'image 5 ici, c'est l'image de la ruelle, nous pouvons la renommer, cette fois-ci je vais essayer de ne pas me tromper dans les noms. L'image 4, c'est celle de l'arrière-plan, donc nous allons en profiter pour la basculer à l'arrière-plan, toujours grâce au volet sélection. Nous revenons sur l'image 3 qui est celle du ponton, que nous pouvons renommer et masquer. Du coup s'affiche l'image 2 qui est celle du passage, que nous pouvons renommer, masquer. Les manipulations sont identiques. Enfin, arrive l'image des barques que nous renommons, masquons, et nous allons profiter pour renommer l'image d'arrière-plan, par exemple en rocher qui est le nom du fichier. Une fois que nous avons fait ça, comme tout à l'heure, il s'agit de faire en sorte que cette image occupe bien la largeur et la hauteur de la diapositive. Nous allons déjà la repositionner sur la diapositive. Nous agissons comme tout à l'heure avec ces poignées d'angle pour conserver ses proportions et attirer par les repères, faire en sorte qu'elle ait bien la largeur de la diapositive. Dans la foulée, cette fois-ci, ce n'est plus une surprise. Nous utilisons le bouton rogner et lorsque les poignées de rognage apparaissent, eh bien nous allons les descendre jusqu'aux limites de la diapositive pour indiquer à PowerPoint quelles sont les parties de l'image que nous souhaitons supprimer, ce que nous confirmons en recliquant sur le bouton rogner. Maintenant que nous les connaissons, effectivement, ces manipulations sont très simples. Il s'agit désormais d'ajouter un titre comme celui-ci avec un petit effet d'ombre portée directement sur le texte. Alors on ne va pas s'embêter, c'est une zone de texte bien entendu. Par le biais du ruban accueil ou du ruban format, la zone de texte, la voici. On va la tracer sur l'intégralité des repères supérieurs et juste en dessous, en largeur et en hauteur. Et puis, il s'agit de saisir le texte. Alors ce texte est réservé votre séjour sur la Côte d'Azur. Nous revenons, réserver votre séjour sur la Côte d'Azur. Bien sûr, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, le texte est trop petit, il est en couleur noire. Le CTRL A, raccourci clavier universel, permet de tout sélectionner. Donc, dans la foulée, nous allons en profiter pour le formater par le biais du ruban accueil en gras, car il s'agit d'un titre. Et nous allons bien forcer la taille des caractères, par exemple à 40, pour voir ce que cela donne. Ça paraît tout à fait raisonnable. Et puis, nous allons lui appliquer quelques effets pour coller au modèle.
comme par exemple, pourquoi pas, un effet word art comme celui-ci, qui permet de lui attribuer une couleur orange qui le fait bien ressortir. Il faudra quand même faire en sorte que la couleur de contour soit identique à celle du remplissage. En ce qui concerne l'ombre, ce sont des effets de texte qui sont proposés par les fonctionnalités du ruban format pour le texte. On pourrait passer par l'ombre ou encore réflexion, ça permet d'accentuer comme un reflet dans l'eau. Donc c'est plutôt un reflet d'ailleurs qu'une ombre, ce que nous allons choisir, pleine réflexion contact par exemple. Et comme je vous le disais, nous avons une couleur de contour qui est définie sur le orange, nous allons en profiter pour attribuer la même couleur au fond du texte, c'est-à-dire au remplissage. Dans la foulée, toujours sur les opérations de texte, mais cette fois-ci par le biais du ruban accueil, nous centrons ce texte, et si d'aventure nous souhaitions faire en sorte que les caractères occupent un peu plus la largeur qui lui est donnée sur la diapositive, nous pourrions utiliser ce bouton, qui est le même que celui qui est proposé dans Word, qui permet d'espacer les caractères, comme ceci. Donc le texte, au final, sera légèrement étiré sur sa largeur, d'ailleurs comme le propose le modèle, comme vous le constatez. Nous allons maintenant concentrer nos travaux sur les images que nous devons insérer en petites vignettes en bas, mais avant cela donc, nous allons reproduire le petit effet comme un petit support en perspective grâce à l'outil trapèze que propose PowerPoint. Vous voyez que il est directement disponible dans les options de dessin ici, et nous allons le tracer entre la partie inférieure de la diapositive, et puis le deuxième repère que nous avions placé à 5 cm, c'est un support qui nous convient, de cette manière-là. Nous allons nous débarrasser de son contour et lui attribuer une couleur de remplissage, donc contour sans contour dans le ruban format, une couleur de remplissage, disais-je, qui va se rapprocher ou rappeler l'une des couleurs présentes sur la photo. C'est toujours de bon goût grâce à la pipette, encore une fois. On pourrait prélever par exemple un jaune orangé assez chaleureux de celui que rappelle le soleil, vous voyez, or, comme ceci. On clique et effectivement on obtient bien la couleur répliquée qui rappelle des couleurs présentes dans l'image directement sur le trapèze qui sert de support. Dans la foulée donc, nous allons maintenant concentrer nos travaux sur les images. Il convient donc de les afficher tout ensemble. Nous en avons 5. Et en même temps que nous les affichons, nous maintenons la touche CTRL enfoncée de manière à ce qu'elles soient toutes sélectionnées à l'issue. Elles sont bien sûr trop grandes, trop larges. Par le biais du ruban format, nous allons pallier ce problème. Il y a une zone largeur. Nous allons définir la largeur, par exemple, à 5 cm ou 4,5, essayons, pourquoi pas 4,5, ça peut être pas mal. L'intérêt est que, comme elles sont toutes sélectionnées ensemble, elles sont toutes redimensionnées ensemble. Sachez que ce redimensionnement conserve les proportions de l'image, c'est-à-dire que la hauteur se rajustera en fonction de la largeur selon les proportions d'origine de l'image. L'objectif maintenant est de pouvoir appliquer les différents effets qui permettent d'obtenir ces petites vignettes en bas, en commençant par la perspective. Si vous regardez ou consultez la section style d'image du ruban format, certains styles sont en effet proposés. Celui qui va nous intéresser ici est effectivement le style perspective qui donne cet effet penché, comme donnant l'impression que l'image fuit vers l'horizon. Donc nous allons l'appliquer avec un cadre blanc comme ceci, c'est très intéressant, et encore une fois, nous sommes productifs dans nos manipulations car nous les groupons. Après, en revanche, nous souhaitons appliquer, c'est pour montrer toutes les options que propose PowerPoint, des corrections sur les images de manière à les faire ressortir d'une façon un peu plus évidente avec des couleurs un peu plus nettes. Ce sont les options de correction et vous remarquez que quand toutes les images sont sélectionnées ensemble, eh bien ce n'est pas possible. Alors ce n'est pas très grave, regardez ce que nous allons faire. Là aussi, on va utiliser des astuces bien connues dans les standards des logiciels Office. On va le faire sur la première, c'est-à-dire l'image de la terrasse. Correction, et dans les corrections, on va appliquer, puisqu'on a essayé déjà, vous voyez un contraste de plus 40, une luminosité de plus 20, ce qui permet de bien faire ressortir les couleurs, comme ceci. C'est un petit peu plus net, un petit peu plus clair. On va appliquer ce réglage, et dans la foulée, par le biais du volet sélection, on va sélectionner Ruelle, on va enfoncer la touche F4 du clavier, qui permet de répéter la dernière action, c'est-à-dire cet effet de correction. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on enfonce F4, les couleurs changent sur l'image qui est sélectionnée. D'ailleurs, si on le faisait sur le rocher, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais on peut essayer. Regardez F4, on applique bien cet effet de correction, on a l'impression que du coup, de la fin de journée, c'est-à-dire
l'approche de la soirée, on passe en pleine journée, on va annuler cette action. Le F4 qui est un raccourci clavier standard, qui est d'ailleurs présenté dans les supports des trucs et astuces Excel et Word, qui permet de répéter la toute dernière action effectuée, puisque là en l'occurrence, nous ne pouvions pas les grouper. Il s'agit maintenant de disposer toutes ces vignettes directement sur l'emplacement qui est situé et prévu à cet effet. Vous remarquez que pour l'instant on a un problème d'empilement, donc je vais annuler cette action, resélectionner ensemble toutes les images pour bien sûr les placer au premier plan grâce au volet sélection par exemple, et réitérer l'opération de déplacement, c'est-à-dire positionner cette vignette de manière à ce qu'elle soit superposée à la fois sur le support et qu'elle déborde du support sur l'image de fond. On va utiliser deux repères. On fait des positionnements pour l'instant qui sont aléatoires, vous allez comprendre pourquoi, tout simplement parce que PowerPoint, encore une fois, propose des outils qui permettent plutôt que de s'embêter à essayer de les ajuster précisément par le biais de repères. Ce que nous avons fait, c'est tout à fait intéressant, de directement bien les aligner et directement bien les distribuer. On va resélectionner ensemble toutes ces images, de terrasse jusqu'à barque, et puis, grâce aux fonctionnalités du ruban format, on va commencer par les aligner ensemble, en choisissant la commande aligner en bas. C'est l'image située la plus en bas qui est utilisée comme référence pour que toutes les autres soient alignées sur la même horizontale. Et dans la foulée, toujours par le biais du bouton aligné du ruban format, nous allons choisir de les distribuer horizontalement cette fois-ci. Donc, les images aux extrémités droite et gauche sont utilisées comme référence et la largeur qui les sépare va permettre de distribuer équitablement tous les objets qui sont situés au milieu. Et vous voyez qu'en deux actions, on a positionné de façon on ne peut plus précise chacune des images, des vignettes sur notre conception. Il reste à ajouter, pour terminer ce travail de création, ce texte avec un effet un peu particulier. C'est une forme géométrique qui s'appelle explosion, dans celles qui sont proposées. Alors de mémoire, elle est vers le bas. Nous allons faire défiler toutes les formes qui nous sont proposées. Nous devrions finir par la trouver. Vous voyez qu'elles sont nombreuses. Les outils proposés sont riches. La voici. Donc nous l'avons, explosion 1. Vous voyez qu'il y en a même une deuxième, peut-être une troisième. Peu importe. Celle-ci nous convient. Nous allons la tracer allègrement sur l'espace de travail. Nous pourrons même faire en sorte qu'elle chevauche légèrement, pourquoi pas, le texte et les vignettes, puisque nous allons lui appliquer de la transparence. Si nous revenons sur le modèle, c'est bien le cas. Dans un premier temps, il nous faut une couleur de remplissage orange, donc toujours pareil, maintenant on a l'habitude, on passe par le ruban format, on applique une couleur de fond orange, ça pourrait être celle-ci par exemple, c'est pas très joli mais bon, ça convient, surtout que comme on va mettre de la transparence, le orange va être légèrement atténué. Et puis en ce qui concerne le contour, vous l'avez remarqué, il est plus épais qu'habituellement, donc avant de définir la couleur, nous allons pointer sur épaisseur, choisir une épaisseur clairement plus importante, et ensuite attribuer une couleur blanche pour bien trancher avec la couleur de fond. Dans la foulée, comme je vous le disais, nous souhaitons appliquer une transparence. Nous pouvons afficher le volet format de la forme par clic droit. Format de la forme, il apparaît sur la droite. Et dans la section remplissage, vous remarquez qu'il y a une zone transparence que nous allons par exemple régler à 50%. Le orange est en effet atténué. On voit bien à travers la forme de dessin. Il ne reste donc plus qu'à saisir le texte dessus et lui appliquer un petit effet. Je vous rappelle que pour ajouter un texte à une forme de dessin, un clic droit, modifier le texte suffit. Ensuite, il s'agit de saisir le texte, et en l'occurrence ici, une trouée dans la mer, une bouffée d'oxygène. Donc, nous le faisons, une trouée dans la mer, deux fois la touche entrée pour créer une ligne vide, une bouffée d'oxygène. Et désormais, avec un CTRL A, nous allons pouvoir formater ce texte par le biais du ruban accueil. Comme d'habitude, nous le mettons en gras, nous pouvons le passer en taille 26, il ne reste plus qu'à lui appliquer un petit effet d'ombre en revenant dans le ruban format, en activant le bouton effet, alors effet du texte bien sûr cette fois-ci, et puis dans les ombres, il ne reste plus qu'à choisir un effet qui nous convient, comme celui-ci, un décalage diagonal externe pour bien qu'il sorte du texte. Et pour avoir une idée du rendu, il convient donc de masquer les volets, et puis dans le ruban affichage, de décocher les aides à la conception, comme la règle et les repères, éventuellement de zoomer, et vous voyez que on obtient un résultat final qui est satisfaisant, puisqu'il est somme toute assez proche de ce que propose le modèle,
avec des fonctionnalités vraiment très productives, très intéressantes de PowerPoint pour manipuler les objets de dessin ainsi que les images. Vous voyez que on peut les comparer l'une et l'autre, à part quelques couleurs qui sont plus chaleureuses, nous obtenons bien le rendu. Voilà pour ce dernier volet sur la manipulation des objets de dessin et des images dans PowerPoint. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part, et je compte aussi sur vous pour suivre les autres formations qui sont proposées sur le site bombage.fr. Je vous remercie.